求职朋友请注意，富士康科技集团在本市场招聘大量男女普工，要求18到40岁。有意者听到广播后，请带上2代有效身份证到 B 区3号展位报名。他一天上多长时间吗？早上是7点半上班，晚上一般加到8点多。8点半吧。一般的话，除掉吃饭时间10个小时吧，10个小时。然后的话，我们就是说，司机进的车间是每天都在生产的。然后的话，休息就是说轮休制的，星期天也是在上班，就是轮休，就是轮流休息。你1个月的话，一般的情况下也就2天休息时间。等一会儿就过去了，马上就过去。今天晚上如果说带着有行李，咱们今天晚上都可以分配宿舍，都可以住到里面。我也是在那个网上，我是在外地来的，从河北那边过来的，看了说，好像说要12月份就开始停招了，是吧？原本预计今天就要停招了，但是这个部门现在还缺一点人。Chaque jour, des centaines d'ouvriers postulent chez Foxconn. Le sous-traitant d'Apple est pourtant toujours sous le feu des critiques. En 2010, le suicide de 13 jeunes travailleurs révèle la brutalité des conditions de travail en Chine. La forteresse Foxconn devient rapidement le symbole de l'atelier du monde où le pire est permis. Horaires sans limite, harcèlement moral, le sous-traitant taïwanais bafoue régulièrement les lois du travail. Le calvaire de Zhong Guangde a commencé il y a 1 an. Suite à un accident du travail chez Foxconn, son fils de 26 ans a perdu ses facultés physiques et mentales. Mon fils est entré le 4 août 2011 à Foxconn. L'accident a eu lieu le 26 octobre à 13h40 dans le bâtiment A102 à l'usine de Longhua à Shenzhen. À 15h10, les secours l'ont emmené à l'hôpital de Longhua. Il y a eu 90 minutes entre l'accident et l'arrivée des secours. Et ensuite, que s'est-il passé ? Mon fils s'occupait de la maintenance des machines. Il était obligé de tout faire. Ce jour-là, une ampoule d'un plafond de l'atelier s'est cassée. Il est monté sur une échelle, s'est électrocuté sur une ligne à haute tension, puis il est tombé en arrière. Sa tête a touché le sol. Il est tombé de 4 mètres de haut. D'abord, son chef lui a demandé de réparer cette ampoule alors que ce n'était pas sa fonction. Et ça, c'est déjà contraire au droit du travail. Ensuite, ils n'ont pas respecté les normes de sécurité, puisque personne ne lui a fourni de protection. Il n'avait pas de gants, et il n'y avait personne pour le superviser. C'est pour ça qu'il y a eu l'accident. T'as mal? T'as mal ou pas? On habite où? Tu viens du Henan? On habite dans le village de Dancheng. Le village de Dancheng. Bon, mais d'abord, on va demander à Foxconn de nous indemniser. Tu veux combien? Dis-moi combien tu veux qu'on demande. 10 millions yuan? 9 millions? 8 millions?
Il ne peut plus parler. Il reconnaît personne. Il ne sait même pas où il est. Je dors par terre à côté de lui. Je le regarde. Je sais que c'est pas facile pour lui et qu'il ne guérira pas. Mais au moins il est près de moi. Je dis à mon mari de tenir, car on ne peut pas être malade tous les trois. Après un procès expéditif, Zhang Guangde et sa femme n'ont rien obtenu. Ils réclament toujours 1 million d'euros d'indemnisation à Foxconn pour l'accident de leur fils. Je n'ai pas eu le droit d'aller à l'hôpital. Jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas récupéré les documents de mon fils. Je n'ai pas le contrat de travail, je n'ai pas ses papiers d'identité, je n'ai pas sa carte bancaire. Ils ont même gardé son ordinateur. Foxconn a tout gardé et ils ne veulent rien nous rendre. On ne peut même pas aller à Foxconn pour récupérer ses affaires. Sans cet accident, mon fils serait normal, mais l'accident a eu lieu. Je suis sûr que Foxconn a demandé à l'hôpital de laisser mon fils mourir, et ça, c'est criminel. La Cour de justice fait aujourd'hui pression sur Zhang Guangde pour qu'il abandonne ses poursuites judiciaires. Foxconn dit avoir amélioré les conditions de travail et revu à la hausse le salaire de ses ouvriers. Mais à en croire les ONG, ce ne serait qu'un écran de fumée. Il est vrai qu'en apparence, la direction de Foxconn a fait des efforts pour améliorer les conditions de travail, augmenter les salaires et réduire le nombre d'heures de travail. Mais quand on y regarde de plus près et d'après les enquêtes qu'on a réalisées, il n'y a rien de tout cela. Il s'agit surtout d'annonces et de communication à l'égard des médias. Quand on se penche sur les fiches de paie, par exemple, on voit en effet moins d'heures de travail, mais c'est un jeu de chiffres. Car les heures supplémentaires effectuées par les ouvriers ne sont souvent pas comptabilisées dans cette même fiche de paie. On a aussi parfois l'impression que le salaire de base augmente, mais en fait, ils y ajoutent les primes qui, avant, étaient à part. Donc, ce que les ouvriers perçoivent, c'est finalement bien souvent la même chose qu'avant. À l'occasion des commandes d'iPhone 5 en septembre dernier, on a constaté que des ouvriers avaient très peu de temps pour produire ces téléphones. Des ouvriers nous ont dit qu'ils travaillaient un mois de suite sans jour de repos et faisaient des heures supplémentaires tous les jours, sans interruption. Foxconn continue d'embaucher massivement, mais les milliers d'entreprises que compte le sud de la Chine font désormais face à un défi majeur. La colère grandissante de sa classe ouvrière. Ces derniers mois, les débrayages et les manifestations se sont multipliés. Longtemps résignés et silencieux, les travailleurs du géant manufacturier n'entendent plus se taire. Le gouvernement ne peut plus ignorer la contestation. Chaque mouvement social est filmé et posté sur Internet. Li Fei, Xiaobo et Xuming appartiennent à cette génération de travailleurs. Ces trois ouvriers n'acceptent plus d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. Dans leur dortoir sommaire, les conditions de vie et de travail viennent animer leurs discussions. D'abord, je veux un meilleur environnement de travail. Deuxièmement, je veux travailler moins d'heures. Troisièmement, je veux avoir 2 jours de repos par semaine. Et quatrièmement, je veux bien sûr un salaire plus élevé. C'est ce que tous les jeunes ouvriers veulent.
Nous, les ouvriers, on travaille pour l'entreprise, donc pour notre pays. En contrepartie, on souhaite un meilleur salaire et un meilleur confort de travail. Et il faut que tout cela augmente au même rythme que le PIB. C'est ce qu'on espère. Il faut que notre génération fasse des efforts, mais il faut aussi que le système social soit plus performant. Même si les choses changent un peu aujourd'hui, on n'y croit pas vraiment. Quand il y avait la politique de l'enfant unique, le gouvernement disait qu'il paierait nos retraites. Après, l'État a dit qu'il ne paierait plus que la moitié. Et finalement, c'est rien de tout cela. Et on ne sait pas ce qu'il se passera demain. Et puis, le gouvernement néglige un point important. La génération des années 70 et 80 suit la masse et est obéissante, mais la génération des années 90 ne se comporte pas de la même manière. Si personne ne veut comprendre comment cette génération pense, et si tu ne la contentes pas, ça pourrait devenir une inondation capable de détruire un barrage. Ça va exploser un jour. Voilà ce que je pense. La colère exprimée par ces travailleurs venus des campagnes pourrait augurer d'un printemps ouvrier chinois. Mieux armés que leurs parents pour revendiquer, ils constituent la nouvelle classe ouvrière du pays. Ils sont 200 millions à vivre dans les grandes villes de Chine. Les parents de ces jeunes ouvriers voulaient absolument gagner encore de l'argent pour l'envoyer à leur famille. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération n'a pas cette obligation. Ils ont déjà une maison construite dans leur province natale, mais souvent ils n'ont pas encore d'enfants et ne sont pas encore mariés. Ils viennent travailler en ville pour vivre dans ces villes et devenir des citadins. Ils n'espèrent plus vivre comme leurs parents et veulent devenir des ouvriers, des nouveaux citoyens. Ils espèrent travailler pour profiter de la vie moderne et ça, c'est vraiment différent. Je prends le menu 40-34, pas pimenté. Moi, je prends le foie de porc sauté pimenté. Super pimenté. Mon oncle a travaillé un peu partout dans le pays. Il a partagé peu de moments avec ses enfants. Il a dû les voir à peine une fois par an. Maintenant, sa fille est grande et un peu rebelle et elle n'est pas proche de lui. Il n'était pas là quand elle était adolescente. Elle ne comprend pas que son père n'avait pas le choix. Oui, les enfants ne savent pas qu'on travaille dur pour leur avenir. Oui, les enfants, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils pensent que leurs parents ne les aiment pas beaucoup. En 2009, ma fille était ici. Elle allait à l'école, mais mes parents voulaient la prendre pour qu'elle rentre dans ma province du Hubei. Alors elle est rentrée, mais elle aurait préféré rester ici plutôt que de vivre avec ses grands-parents. On s'entendait bien tous les deux. Ces soutiers de la croissance chinoise connaissent leur poids dans l'économie. Ils savent aussi que le monde a les yeux rivés sur leur pays. C'est une génération Internet et une génération de téléphones portables. En Chine, il y a entre 400 et 500 millions d'internautes. La plupart de ces jeunes ouvriers vont dans les cybercafés ou se connectent via leur portable. Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, même s'il n'y a pas Facebook en Chine. Il y en a d'autres comme QQ, Zhenzhen, etc. Et donc ils peuvent communiquer entre eux comme ils le veulent. En Chine, le salut des ouvriers repose sur la société civile. À Shenzhen, dans la province côtière du Guangdong, des avocats tentent de répondre aux conflits sociaux en prenant la défense des leaders ouvriers. Ces conseillers juridiques travaillent dans l'ombre, sous la pression des autorités. On les appelle les avocats aux pieds nus.
Pourquoi ce sont les personnes qui ne sont pas syndicalistes qui font le boulot de syndicalistes en Chine? Parce que les syndicats officiels ne font pas le leur. Donc nous, les spécialistes des syndicats, on se demande quel est le rôle d'un syndicat, à quoi ça sert et comment en Chine on peut les transformer et les rendre utiles. Pour moi, c'est là-dessus qu'on peut faire évoluer la situation. Et c'est là-dessus que le socialisme à la chinoise peut progresser. On est donc obligé de jouer le rôle de syndicat. Seuls les syndicats officiels ont droit de citer en Chine. Toute forme de syndicat libre et indépendant est interdite. Dans un local discret, en banlieue de Shenzhen, une trentaine d'ouvriers viennent apprendre les rouages du syndicalisme libre auprès de He Yuanchang. Est-ce que vous avez déjà vu ou participé à des grèves ou à des manifestations? Moi, j'ai entendu qu'à côté de mon entreprise, le patron a dit de payer le dimanche comme un jour de semaine. Les ouvriers ont dit que s'ils travaillaient le dimanche, il fallait être payé 3 fois plus. Donc les 3000 ouvriers de cette entreprise n'étaient pas d'accord. Les ouvriers se sont alors réunis et ont bloqué le carrefour devant le gouvernement du quartier. La police est arrivée et a chassé les ouvriers en disant qu'elle allait résoudre ce problème, mais rien n'a été fait. Si un de vos leaders a un problème avec un patron, que faut-il faire? Et si ça arrive à l'un d'entre vous, que faut-il faire pour le protéger? Je vais vous donner quelques exemples. Si un ouvrier est conduit au commissariat, les autres doivent tous aller au commissariat avec lui. Ils doivent exiger alors des explications et la libération de leurs collègues. Et souvent, la police n'a pas le choix et libère ceux qui ont été arrêtés. Un autre exemple, si les leaders ouvriers sont convoqués chez le patron, les ouvriers doivent rester pour savoir ce qu'il se passe jusqu'au retour de leurs représentants. C'est ça le début d'une négociation collective. Lors de cette négociation, les ouvriers restent sur place la nuit pour attendre la réponse et disent au patron « Tant qu'on n'a pas de réponse, on reste là et on occupe l'usine. » Dans la plupart des conflits en Chine, le gouvernement local fait appel à l'armée ou à la sécurité publique pour mettre fin aux manifestations. Dans la seule province du Guangdong, on compte près d'un conflit social par jour. Vous allez faire 3 groupes de discussion et vous allez réfléchir entre vous et réunir des arguments. Ensuite, on va simuler une négociation collective. À votre avis, sur quoi on doit insister auprès du patron pour augmenter nos salaires? Il faut trouver un moyen pour qu'on soit tous d'accord. Les coûts de production ont quand même augmenté. Il y a moins de profit pour les entreprises. Je pense que les patrons n'accepteront pas de nous augmenter beaucoup. Le coût de la vie a augmenté, mais pas les salaires. Alors il faut faire une enquête précise sur l'augmentation du coût de la vie et leur montrer. Par exemple, il faut prouver que la nourriture est plus chère. Combien ça nous coûte chaque jour? Il faut leur dire aussi que ce qu'on dépense au quotidien, comme le loyer, la consommation de l'eau et l'électricité, est beaucoup plus cher qu'avant. Ensuite, on leur montre notre salaire et on fait le calcul. Pour des négociations avec les patrons, il faut être au même niveau. Alors est-ce que tu peux t'asseoir? Mais je suis pas un patron, moi. Bah, c'est toi qui vas jouer le patron. D'après nos discussions, on a remarqué que nos salaires n'avaient pas augmenté, alors que le coût de la vie, lui, augmente sans cesse. Nous sommes des ouvriers expérimentés, nous avons un savoir-faire et nous connaissons très bien la culture de votre entreprise. On vous aide à faire baisser vos coûts et donc à augmenter vos profits. Il nous faut donc une augmentation. D'où viennent tes informations? Notre entreprise fait peu de profit, on n'a rien gagné cette année. Ce mois-ci pour les salaires, j'ai même dû emprunter de l'argent.
Bon, laisse tomber, on change de représentant. Ces ouvriers n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer et d'échanger sur leur situation. Ici, ils trouvent un lieu pour s'exprimer et s'engager. C'est très important de s'informer. En plus de cette formation, j'essaie d'apprendre des choses sur nos conditions en allant sur Internet. Peut-être que c'est le début du réveil de nos consciences pour faire valoir nos droits. Je suis une fille assez têtue et je veux vraiment apprendre. Je me sens engagée dans ce combat. Voilà donc ce qui se joue aujourd'hui dans le sud de la Chine. Des ouvriers prêts à se défendre, à être formés et à dénoncer les abus dont ils font l'objet. Les tensions sociales ont conduit les autorités chinoises à relever le salaire minimum ouvrier. En 2 ans, ce salaire a augmenté de 15% pour atteindre 200 € par mois. Pour les patrons chinois, le défi est donc de maintenir leur productivité sans céder aux revendications salariales. C'est très difficile pour nous de survivre dans ces conditions parce que nous ne pouvons pas payer des salaires si élevés aux ouvriers. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises chinoises n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leurs prix. Nous ne pouvons vraiment plus considérer que la Chine est un pays où l'on produit encore à bas coût. C'est terminé. Maintenant, la main-d'œuvre bon marché n'existe plus. Des salaires trop élevés, une baisse de l'activité économique, et ce sont des centaines d'entreprises qui ferment leurs portes. Dans la province du Guangdong, le secteur textile est le premier touché. Cette région est le poumon économique de la Chine et le secteur textile nécessite une main-d'œuvre abondante et peu qualifiée. L'entreprise MNV sous-traite pour les grandes enseignes du prêt-à-porter, H&M, Celio ou encore Zara. Il y a 2 ans, Liang Hui employait 2000 ouvriers. Aujourd'hui, seuls 800 travaillent dans son usine. En Chine, l'industrie s'est beaucoup développée, et très vite. Les ouvriers ont donc le choix entre différents métiers. Il faut savoir aussi que le niveau d'éducation s'est élevé à la campagne et que donc maintenant, les ouvriers qui arrivent en ville demandent plus. Ils sont plus exigeants. Le travail à la chaîne, le travail de masse et physique n'est plus la tendance. Les ouvriers ne veulent plus travailler comme ça. Ça ne les intéresse plus. On a même une pénurie de main-d'œuvre maintenant. À cette nouvelle donne sociale est venue s'ajouter la crise économique mondiale. Face à des donneurs d'ordre toujours plus exigeants, Liang Hui a lui aussi adopté une nouvelle stratégie. Maintenant, pour faire face à ces problèmes, on a déménagé les grandes quantités de production vers le Cambodge. Ici, dans cette usine, on garde uniquement les commandes de petites quantités ou bien les commandes compliquées. Liang Hui a donc choisi de délocaliser une partie de sa production. Est-ce la fin du Made in China ?
Pour les grandes marques internationales et leurs entreprises sous-traitantes, le Cambodge est devenu le nouvel Eldorado. En banlieue de Phnom Penh, 5000 jeunes ouvrières travaillent chez MNV, l'usine de Liang Khoi. Elles sont payées 3 à 4 fois moins cher qu'en Chine et travaillent pour les mêmes clients étrangers. L'usine MNV est dirigée par un Chinois. Comme vous pouvez le voir, on a les mêmes méthodes de production. On les importe de Chine vers le Cambodge. On fait en sorte que ces ouvriers s'adaptent à nos conditions et pas le contraire. Parce que si nous, on s'adapte à eux, on met en danger la qualité des produits. Ces exigences concernent les cadences, la productivité et les salaires. Tan Chun estime avec cynisme que les ouvrières cambodgiennes sont loin d'être au niveau des ouvriers chinois. En Chine, ils sont plus rapides. Ici, regardez les ouvriers. Ils parlent, ils s'arrêtent, ils réfléchissent à quelque chose et puis ils reprennent. Leurs actions sont très lentes. En Chine, ça va bien plus vite. Quand les ouvriers travaillent, ils travaillent vraiment parce que eux, ils aiment leur boulot. Il faut que les produits soient bien mis en valeur pour les clients. Si ça n'est pas mis en valeur, ça ne plaît pas. Et il faut aussi que les ouvrières soient maquillées, qu'elles soient jolies pour les clients. Quand on a construit l'usine, on les a recrutés, on les a formés, et la première fois qu'on leur a donné un salaire, ils tenaient l'argent dans leurs mains, ils tremblaient. C'était comme un trésor. Ils n'avaient jamais vu autant d'argent dans leur vie que ces $20. Cet argent était vraiment une fortune pour eux, donc la culture est vraiment différente de la Chine. C'est ça quand tu vas dans un pays du tiers-monde. C'est différent. Ce tiers-monde cambodgien dont parle ce patron chinois continue d'attirer d'autres investisseurs. Le mouvement de délocalisation des entreprises chinoises a fait tache d'huile. Depuis 2008, une centaine d'entre elles se sont installées au Cambodge. Ces patrons, tous propriétaires d'usines de confection, font partie de ce mouvement. Vous savez, nous les Chinois, quand il y a une personne qui va quelque part, tout le monde le suit. Les Chinois sont tous pareils. Ils vont là où il y a moins de coûts de production. Oui, c'est notre point faible. Ça peut être aussi un avantage, mais c'est vrai que là, c'est un inconvénient. S'il y a trop de personnes au même endroit, on aura tous moins à manger. Le salaire de base est peu élevé, mais il y a beaucoup de primes. Tu n'es pas obligé de donner les primes. C'est toi le patron. Il y a un salaire de base, ça suffit. C'est toi qui décides. Les clients européens sont contents qu'on soit ici parce qu'il n'y a aucune taxe sur les exportations depuis le Cambodge vers l'Europe. Alors que depuis la Chine, il y a 12% de taxes à payer. Donc évidemment, les profits sont meilleurs en étant ici. Avec la crise économique de 2007, les prix des produits n'ont pas arrêté de baisser. On ne pouvait pas bien vendre nos produits à cause de la mauvaise situation économique en Europe. Les prix étaient trop bas. Et comme les coûts de production ont augmenté en Chine, on ne pouvait pas rester là-bas. On a donc été obligé de venir ici. La présence de ces investisseurs chinois permet à l'économie du Cambodge de faire un bond en avant. Derrière ce petit miracle, elles sont 300 000 ouvrières et elles constituent une armée industrielle de réserve. La croissance et l'emploi générés par le secteur textile n'ont pourtant que très peu d'impact sur la pauvreté. Pour ces jeunes ouvrières venues des campagnes pauvres, l'urgence d'un salaire décent est vitale.
Comme je n'ai pas fait d'études, je dois accepter mon travail d'ouvrière, et quelles que soient les conditions, car je ne suis pas qualifiée. Je viens de la campagne. C'est vrai que je gagne un salaire très bas. Je suis même obligée d'emprunter quand je tombe malade. Il faut bien que je me paye des médicaments, et j'ai donc besoin d'argent pour les acheter. Pour couvrir ses dépenses en eau, en électricité ou encore en nourriture, il lui faudrait multiplier par 3 son revenu. Avec un salaire de 50 € et un loyer de 13 € par mois, Chanri peut difficilement envisager une vie meilleure. Je voulais devenir médecin. J'ai dû arrêter mes études au collège et j'ai abandonné ce rêve depuis longtemps. Aujourd'hui, j'essaye simplement de travailler pour peut-être un jour devenir commerçante. J'aimerais aussi construire une maison pour aider ma famille. Actuellement, je ne cherche pas un homme à épouser parce que si je fonde une famille, je ne pourrai pas l'aider. Plus flexibles que les ouvriers chinois, ces ouvrières cambodgiennes ne sont toutefois pas seules et isolées. Le Cambodge bénéficie d'une liberté syndicale que les travailleurs de Chine ne connaissent pas. Hier soir, je suis allé dans une usine et le patron m'a dit « Un ouvrier s'est arrêté de travailler une journée et donc je lui ai retiré 12 $ sur son salaire. » Un ouvrier gagne combien par jour? 2,34 $ sur la base de 8 heures de travail. Alors que l'ouvrier s'est arrêté un jour et on lui retire 12 $. C'est pas normal. Car cela devrait être calculé sur la base de 28 jours de travail par mois. Même si les pressions du gouvernement sur les syndicats indépendants existent au Cambodge, le droit de grève et d'association sont autorisés. Pour le syndicat de Chamonix, la présence de nombreux patrons venus de Chine est un nouveau défi à relever. Il n'y a qu'un syndicat chez eux. Mais ici, les patrons chinois doivent accepter la multitude de syndicats. C'est la différence entre nos pays. Ici, les patrons chinois savent comment faire. La corruption existe sûrement en Chine, mais elle est bien pire ici. Et les Chinois utilisent bien leur argent. Bien souvent, les Chinois ne veulent pas entendre ou voir les ouvriers cambodgiens revendiquer quoi que ce soit. Au Cambodge, l'influence et la présence des syndicats permettent pourtant de mobiliser rapidement les ouvrières. Au mois d'octobre 2011, l'usine MNV, celle de Liang Hui et de Tanchun, fait face à 4000 ouvrières en colère. Nous demandons un salaire de 100 $ pour chaque ouvrier. Et pour ceux qui travaillent le dimanche, on veut 30 $ de plus. Ils nous traitent comme des chiens. Ils nous donnent à manger comme des chiens. C'est ça qu'on mérite? Comme en Chine, les révoltes ouvrières ont fait céder le gouvernement et les patrons. Le salaire de base a été légèrement augmenté. Il est aujourd'hui de 46 € par mois. Les géants du prêt-à-porter continuent de leur côté à réduire les coûts et les délais de production. La sous-traitance à bas coût n'a aucune limite. Certains pays n'hésitent pas à maintenir volontairement bas les salaires de leurs ouvriers. Cette pratique est érigée en politique nationale. Au Bangladesh, tout est bon pour attirer les investisseurs étrangers.
Il faut assurer le développement du secteur. Il faut regarder en priorité les profits des patrons. On ne peut pas comparer notre pays à un pays comme la Chine. Si les patrons arrivent à faire des profits, ils vont pouvoir ouvrir de nouvelles usines et employer davantage de personnes. S'ils n'ont pas de bénéfices, ils n'ouvrent pas d'usines et n'embauchent pas. À notre stade de développement industriel, il faut des profits pour ouvrir des usines. Cette politique a porté ses fruits. Le Bangladesh est devenu le deuxième pays exportateur de textiles au monde grâce à ses sous-traitants étrangers. Pour atteindre ce niveau, le gouvernement a dans le même temps sacrifié les 4 millions d'ouvriers que compte ce secteur. Aujourd'hui, ma fille a 20 ans. Elle a commencé à travailler à 13 ans. Les études coûtaient trop cher, alors elle est allée travailler. À l'usine, ils ne voulaient pas la prendre. Alors elle s'est maquillée. Elle a mis un foulard et elle a dit qu'elle avait 18 ans. Du coup, elle a pu commencer à travailler. Kulsum perçoit 29 € chaque mois, de quoi payer son loyer, mais pas la nourriture de ses enfants. Je dépense beaucoup pour la nourriture. J'ai besoin de 3 à 5 kilos de riz par jour et le riz coûte 48 taka le kilo. La viande ou le poisson, ce n'est pas possible d'en manger tous les jours. La viande est trop chère, 270 taka le kilo. Ça serait super de pouvoir en acheter, mais ce n'est pas possible. Dans les rues de Dhaka, les étals débordent de marchandises, mais l'inflation rend les denrées alimentaires inaccessibles aux ouvriers. Jusqu'en 2010, leur salaire était plafonné à 19 € par mois. Comme en Chine et comme au Cambodge, des centaines de milliers d'ouvriers sont alors descendus dans la rue. Pour protéger ses investisseurs, le Bangladesh n'hésite pas à réprimer durement les manifestants. Mais les ouvriers n'ont pas renoncé et le gouvernement a rehaussé les salaires à 35 € par mois. On a finalement décidé de ce salaire en fonction du coût de la production. Il faut payer les machines, les ouvriers, l'électricité, le gaz. C'est un marché compétitif. On ne peut pas faire plus parce que si on augmente trop le coût de la production, on va perdre de la compétitivité et on va perdre le marché. Le gouvernement du Bangladesh décide donc en accord avec les sous-traitants du salaire des ouvriers. Les négociations salariales sont inexistantes. En interdisant les syndicats dans les usines textiles, le gouvernement a créé une opposition ouvrière. We are working door meeting, within the mess meeting. On travaille à l'organisation de réunions, de manifestations. On se rend là où les ouvriers vivent. C'est d'ailleurs là que nous allons. On colle des affiches, on distribue des tracts, on organise des marches. Nous pensons qu'aujourd'hui, la classe ouvrière du secteur textile est une force politique. Les militants comme Fezul Hakim sont muselés et contraints de se faire discrets. Pour mobiliser, il fait du porte-à-porte dans les quartiers ouvriers de Dhaka.
Et les ouvriers dans ton usine, ils gagnent combien? Dans mon usine, ils gagnent 3000 taka. Et tu penses qu'avec 3000 taka, ils peuvent s'en sortir? Tu connais les prix de produits de base au Bangladesh? Les salaires ne font pas vivre une seule personne. Prenons par exemple un ouvrier. S'il doit entretenir une famille de 4 personnes, il fait comment? Avec 5000 taka, je pense que ça devrait suffire. Non, non, il faut au moins 12 000 taka. Avec 5 000 taka, on ne s'en sort pas, c'est sûr. Écoutez bien, aujourd'hui dans ce pays, il y a quelques milliers de patrons et 4 millions d'ouvriers dans le secteur textile. Un gouvernement qui opprime ses ouvriers textiles, faut-il l'accepter ou doit-on se révolter? Nous devons accélérer les révoltes contre ces patrons. 4 million garment workers. S'il y avait des syndicats dans les usines, ils pourraient négocier avec le management des entreprises. Et ils pourraient obtenir des choses de la part de la direction, par le biais de la négociation. Ainsi, ils obtiendraient gain de cause. Parallèlement, la classe ouvrière de notre pays a pris conscience qu'elle avait du pouvoir, mais elle n'est pas organisée. Donc, il y a régulièrement des mouvements ouvriers spontanés. Nous tentons d'organiser ce mouvement dans tous les secteurs, de mobiliser tous les travailleurs à la cause des ouvriers du textile. Les ouvriers du Bangladesh sont le dernier maillon de la mondialisation. Le décollage économique du pays dépend uniquement des investissements étrangers. Ce modèle de développement rappelle celui de la Chine il y a 20 ans. Nous appelons cela la théorie du vol des oies sauvages. Il y en a une qui vole devant, alors que les autres sont derrière. Quand une oie passe devant, sa place se libère, et alors il y en a toujours une qui vient la prendre. C'est exactement la même chose dans l'économie mondiale. Et le Bangladesh est la dernière de ces oies. Il a donc l'opportunité de prendre son envol, mais c'est très lent. La Chine, le Cambodge et le Bangladesh connaissent depuis 2 ans de violents mouvements de protestation. Les délocalisations des sous-traitants d'un pays pauvre à l'autre ne sont pas sans conséquences. Avec la prise de conscience des ouvriers et la flambée des prix, la stabilité sociale de ces pays n'est plus garantie.